Merci pour cette introduction. Alors, oui, je précise que les personnes concernées par les fiches Wikipédia ne sont pas les auteurs des fiches Wikipédia, et je ne sais pas ce qui s'y trouve concernant ma famille, mais il est certain que nous sommes tous dans des trajectoires migratoires, y compris le président de l'Institut Convergence Migration de retour du Nigeria, et je suis content, j'espère qu'on le verra tout à l'heure. Vraiment, je voudrais dire, d'abord, vous remercier pour cette invitation, remercier l'Institut Convergence Migration déjà pour le fait d'exister et de porter ce type de sujet et ces questionnements dans le débat public français, européen, international actuellement, c'est évidemment tout à fait central. J'ai pu aussi constater directement avec plusieurs de mes étudiants l'ouverture de l'Institut. Je vois Yajna Govin dans le public qui a eu la chance d'être financé par l'Institut Convergence Migration. Je pense qui a travaillé sur les naturalisations en France, les impacts sur le marché du travail. Je pense aussi à un doctorant, Tom Raster, qui travaille sur l'histoire du travail contraint dans l'environnement de la mer Baltique entre le XVe et le XVIIIe siècle, ce qui pouvait paraître plus loin, a priori, des centres d'intérêt directement de l'Institut Convergence Migration, mais qui, évidemment, travaille à sa façon sur le travail contraint dans un environnement précolonial, intra-européen, celui de la mer Baltique, qui est très passionnant et fondamental pour l'histoire du développement économique, de l'industrialisation. Donc voilà, j'ai pu faire directement l'expérience, même si moi-même je ne suis pas chercheur spécialisé sur les migrations, j'ai pu vraiment faire l'expérience comme citoyen, lecteur des travaux, en tout cas certains des travaux issus de l'Institut, et puis en tant que directeur de thèse, encadrant d'étudiants, le rôle absolument essentiel joué par l'Institut. Donc voilà, merci d'être là. Merci pour cette invitation qui m'honore beaucoup. Donc je vais essayer de dire quelques mots sur ce très vaste sujet de l'État social national à l'État social global, réflexion autour du travail, de la migration et de l'égalité. Donc c'est évidemment, ça brasse très très large. Et ce que je vais essayer plus modestement, c'est de montrer comment, dans mes travaux sur l'histoire des inégalités, comment je conçois un possible futur, disons, avec certainement une plus grande ouverture migratoire, si ce n'est une complète liberté de circulation, qui devrait s'articuler autour d'une transformation de l'État social qui s'est construit historiquement, notamment dans les États-nations du Nord, comme d'abord un État social national, avec une restriction des droits très liée à la nationalité ou à la résidence, à une forme d'État social beaucoup plus État social global, on peut dire État social fédéral, qui s'inscrit dans une perspective beaucoup plus internationale. Et il y a quelque chose de naïf et d'exagérément optimiste à évoquer ce type de perspective, mais en même temps, je pense que c'est important, y compris dans des moments où on peut porter au pessimisme, de rappeler cette perspective de long terme vers l'égalité, dont je vais parler aujourd'hui, et comment cette perspective pourrait se réarticuler autour d'enjeux plus internationaux, plus globaux à l'avenir par rapport à l'acquis du XXe siècle, du XIXe siècle, mais qui en même temps voilà, est un acquis qui à mon avis, permet de voir les choses de façon plus positive qu'on les voit parfois. Alors, je voudrais débuter cette discussion en évoquant un modèle économique assez standard, bon, très simpliste et très critiquable par bien des aspects, mais qui malheureusement a eu, je pense, un certain impact sur la réflexion, qui parle de migration, alors qui parle dans le langage de certains économistes, de mobilité des facteurs, avec donc deux facteurs de production, le travail et le capital. Et l'idée générale de ce modèle économique standard, c'est que voilà, il y a des pays riches qui sont des pays qui ont plus de capital, moins de travail, il y a des pays pauvres qui ont moins de capital, plus de travail. Donc il y a une façon très simple finalement d'égaliser tout ça et de permettre le développement, c'est la mobilité des facteurs. Donc soit le travail des pays pauvres va dans les pays riches, soit le capital des pays riches va dans le travail des pays pauvres. Dans le modèle le plus simple, le plus standard, en fait les deux sont équivalents. Donc finalement, si la mobilité du travail, ça pose des problèmes en plus, bah, on va focaliser la mobilité du capital. Enfin, je caricature un petit peu, mais le type de raisonnement qui a été tenu pendant des décennies, et je pense que ce modèle a imprégné et continue d'imprégner un certain nombre de visions du monde, c'est que finalement, cette mobilité va permettre le développement économique, la convergence des pays pauvres et des pays riches. Alors, il y a beaucoup de problèmes dans ce modèle. Déjà, ça suppose
une espèce d'homogénéité de ces deux facteurs de production, le capital, le travail, ce qui évidemment n'a pas beaucoup de sens dans le monde réel et dans le tissu social réel tel qu'il existe. Donc aussi bien à l'intérieur du Nord qu'à l'intérieur du Sud, il y a évidemment des inégalités considérables sur la détention du capital, mais sur les formes de travail. Et tous les travaux qui vont être présentés ce matin, cet après-midi, pendant ces 2 jours, montrent à quel point les trajectoires migratoires et les processus d'intégration, de discrimination face au marché du travail s'articulent autour de spécificités de groupes sociaux, de compétences, d'expériences, de marché du travail au pluriel. Et cette vision de 2 facteurs de production qui se combinent, évidemment, fait complètement l'impasse sur tout ça, avec comme conséquence néfaste, en plus de se présenter, enfin, ce modèle se présente comme un message positif, dans le sens où voilà, la mobilité va permettre la convergence, sauf qu'en fait, quelque part, ce message positif a immédiatement une contrepartie extrêmement négative, qui est qu'il va y avoir massivement des perdants, qui vont être les travailleurs du Nord, éventuellement les capitalistes du Sud, s'ils bénéficient d'une rente de situation liée au fait qu'il n'y a pas beaucoup de capital, mais il va y avoir massivement des perdants. Donc c'est un modèle qui, quelque part, décrit une espèce d'affrontement inévitable, terrible, et c'est là que ça devient... En fait, c'est assez inquiétant, parce qu'en fait, quelque part, c'est faux. C'est-à-dire que si vous avez cette diversité de compétences, de trajectoires, en fait, le processus migratoire peut être une source d'enrichissement, non seulement culturel, mais aussi économique, pour d'immenses parties de la population, si ce n'est la totalité de la population. Alors que cette façon d'insister sur l'homogénéité du facteur travail, du facteur capital, met immédiatement l'accent sur des perdants. Deuxième problème avec ce modèle beaucoup trop mécanique et déterministe, c'est qu'en fait, en pratique, ce discours sur la mobilité des facteurs a été utilisé non pas pour justifier la libre circulation du travail, mais pour justifier en fait, l'hypermobilité du capital, avec soi-disant l'idée que voilà, tout ça va bénéficier au développement mondial, parce que le capital des pays riches va se déverser dans les pays plus pauvres, et tout ça va permettre la convergence. Sauf qu'en fait, ce discours sur l'hypermobilité du capital, sans aucune contrepartie en termes de régulation sociale, environnementale, fiscale, a surtout conduit à une explosion des inégalités à la fois au nord et au sud, et à favoriser, pour résumer, les détenteurs de capitaux importants, avec à la clé une montée des inégalités, donc je le disais, au nord, au sud, finalement la fragilisation du processus historique de construction de l'État social et le développement de courants politiques anti-migrants, notamment dans les pays du Nord. Donc ce discours, il a aussi conduit à une réalité qu'on connaît bien, que si on regarde les caractéristiques de la mondialisation actuelle du début du XXIe siècle, on a un niveau de mobilité du capital jamais atteint dans l'histoire. Alors, on avait des flux de capitaux considérables, évidemment, avant la Première Guerre mondiale, mais il n'y avait pas ce phénomène généralisé de détention croisée, disons, où chaque pays a une énorme partie de son épargne financière placée dans les autres pays, où tout le monde possède tout le monde, enfin, et surtout les plus hauts détenteurs de patrimoine, parce que le patrimoine est très concentré, on va le revoir, qui détiennent une grande partie de l'ensemble de ce qu'il y a à détenir dans tous les pays, mais avec un niveau d'opacité à travers ces détentions croisées entre pays qui vise d'ailleurs dans une très large mesure à empêcher la régulation et la redistribution. C'est-à-dire le système est pensé pour se protéger lui-même, et la libre circulation des capitaux, avec la forme qu'elle a prise depuis les années 90, est une forme sophistiquée d'organisation, finalement, d'un espèce de nouveau pouvoir censitaire permettant aux personnes en question d'échapper à la règle commune sans avoir à le dire aussi explicitement que dans un mécanisme d'attribution de voix politique, par exemple, en proportion de la détention du capital. Et dans tout ce paysage, cette hypermobilité du capital va, comme on le sait, avec finalement une mobilité du travail et une ampleur des flux migratoires qui, historiquement, n'est pas particulièrement élevée. Donc les comparaisons ont été faites par rapport au monde de 1900-1910, et où on a globalement les proportions de la population mondiale qui vivent aujourd'hui dans un pays qui n'est pas le pays de leur naissance, ou le pays de leur naissance de leurs parents, où l'ampleur annuelle des flux migratoires par rapport à la population mondiale est plutôt un peu plus faible que ce qu'elle pouvait être il y a un siècle. Donc il y a une hyper-libéralisation du flux de capital, des flux de capitaux, des flux commerciaux, qui est censé compenser, qui est censé faire la même chose dans le modèle le plus simple que la mobilité du travail, sauf qu'en fait, ça ne fait pas du tout la même chose. C'est-à-dire, pour résumer, ça bénéficie énormément aux détenteurs de capitaux importants qui, visiblement, ont réussi à s'organiser, à déployer les capitaux politiques, les réseaux, les discours permettant d'obtenir ce régime de libéralisation des flux de capitaux, que les personnes qui auraient pu bénéficier de la libre circulation du travail, en tout cas d'une plus grande liberté de circulation des
personnes n'ont pas réussi à mobiliser, jusqu'ici, en tout cas, les coalitions, les discours, les réseaux permettant d'obtenir un résultat comparable. Donc je pense qu'il faut... Voilà, je voulais d'abord commencer par remettre en perspective à quel point il y a des conflits politiques autour de différentes formes de mobilité qui, en l'occurrence, ont été tranchés d'une certaine façon. Et je pense que c'est un domaine parmi d'autres où l'utilisation, l'instrumentalisation de modèles économiques extrêmement simplistes a malheureusement joué un rôle assez important. Alors, si maintenant on se projette vers la suite et on essaye de réfléchir à quel autre, disons, narratif ou modèle explicatif ou théorie, économie politique et historique permet de dessiner une évolution un peu différente, le point principal dans cette conférence sur lequel je voudrais insister, c'est qu'une plus grande ouverture migratoire, s'approcher de la libre circulation des personnes est en soi quelque chose de possible, à condition de reprendre le fil de l'histoire de l'égalité, des inégalités, notamment de la construction de l'État social, avec à la clé ce passage indispensable entre un État social national, centré sur les États-nations, notamment du Nord, à un État social global, social fédéral, une transformation structurelle du système économique et fiscal international, dont les plus optimistes pourraient dire ça a un petit peu commencé avec les impôts minimaux sur les multinationales, etc. Et je suis prêt à regarder les éléments d'optimisme, sauf qu'il y a un problème de qui bénéficie de ces recettes, c'est-à-dire si c'est à nouveau simplement un jeu entre les pays du Nord pour se partager les recettes, ça ne nous avance pas beaucoup. Si une partie substantielle des recettes provenant d'une meilleure imposition, et on est encore très loin des acteurs économiques les plus puissants de la planète, va effectivement aux pays du Sud avec au moins une partie proratisée à la population, ce qui pourrait en partie permettre une espèce d'automatisation des réparations, notamment liées aux dégâts climatiques et à d'autres, là, potentiellement, on bascule dans une discussion qui est plus intéressante. Mais les rapports de force, pour l'instant, on est très très loin d'une telle situation. Donc, dans cette conférence, ce que je vais essayer de faire, c'est de revenir sur quelques leçons de l'histoire des inégalités, qui est le sujet que je connais le moins mal, et insister sur deux points. D'abord, le rôle très important des crises politique, sociale dans l'histoire des inégalités. La Révolution française, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la Révolution bolchevique, la crise de 29 jouent des rôles absolument essentiels dans la dynamique historique des inégalités que j'ai pu étudier. Et donc aujourd'hui, le défi climatique, les catastrophes environnementales à venir, la concurrence géopolitique avec la Russie et la Chine, de même que la concurrence avec l'Union soviétique pendant le XXe siècle, peuvent contribuer à être des éléments de crise qui remettent en cause le système économique actuel. Mais en même temps, je veux vraiment insister sur le fait que l'autre leçon historique, peut-être plus importante encore, c'est que rien ne remplacera les mobilisations sociales politiques appuyées sur des plateformes de transformation socio-économique profonde. Et ces questions économiques, fiscales, financières, évidemment, il ne faut surtout pas les abandonner aux économistes. Hein. Donc elles appartiennent à tout le monde. Et l'attitude qui, malheureusement, a trop souvent existé au sein des sciences sociales au cours des dernières décennies, consistant à laisser ces questions aux économistes, je pense, est une partie du problème. Alors les économistes sont aussi une partie du problème, évidemment, mais ceux qui les laissent faire font aussi partie du problème. Et donc il faut vraiment que voilà, tous les citoyens s'approprient ces questions, se positionnent, y compris dans les aspects pseudo-techniques sur les budgets, les dettes publiques, les impôts, mais qui en fait sont pas, enfin on n'est pas en mécanique quantique, on n'est pas en train d'essayer d'envoyer une fusée sur la Lune, on est sur des choses très très simples, des statistiques très très simples, donc tout le monde peut s'approprier, et je pense que en particulier toutes les personnes des autres disciplines des sciences sociales que l'économie sont au moins aussi capables que les économistes de se les approprier, et je pense même avec beaucoup plus de bon sens et de connaissance du tissu institutionnel et historique qui a permis de produire ou pas ces connaissances. Donc voici un peu le cadre général. Alors, je vais commencer par présenter quelques éléments d'un rapport sur les inégalités mondiales qu'on a produit, qu'on a publié l'an dernier, en 2022, au Laboratoire sur les inégalités mondiales. Vous trouverez tous les éléments en ligne si vous allez sur ce site, tout le rapport et toutes les données correspondantes. Je vais juste essayer de présenter quelques résultats rapidement pour préciser un peu ce que je veux dire sur l'histoire de long terme des inégalités, ce mouvement de long terme vers une plus grande égalité qui, même s'il est limité, est quand même un acquis important sur lequel on peut se baser pour essayer de regarder positivement l'avenir en essayant de voir comment il s'est produit, quelles sont ses limites qui sont considérables, quels sont ses atouts. Donc, ce rapport sur les inégalités mondiales se fonde en grande partie sur des
données issues de cette base de données qui donc également est disponible en ligne très facilement. Alors, je vais commencer par présenter une première série de résultats qui concerne la répartition des revenus au sein des pays. Et alors, dans le rapport, vous avez également des études sur l'évolution de la répartition des revenus au niveau mondial, en mettant tous les pays ensemble. Vous avez des résultats sur la répartition des patrimoines, donc les fortunes financières, immobilières, qui possèdent quoi. Et puis, il y a des éléments sur les inégalités d'émissions carbone, des inégalités de genre, sur lesquelles je viendrai dans un instant, qui ont été ajoutés progressivement dans la base de données. Mais initialement, l'objectif de la World Inequality Database, c'était de calculer ce genre d'indicateurs sur tous les pays du monde en rassemblant, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, mais il y a beaucoup de sources différentes d'enquêtes auprès des ménages, de données fiscales, de données financières sur les plus hauts patrimoines, de données successorales, de comptes nationaux qui sont combinés de façon à essayer d'obtenir des estimations aussi complètes que possible de la répartition du revenu national, qui sont évidemment imparfaites et qui sont en permanence révisées en fonction des nouveaux travaux qui arrivent. Là, vous avez un indicateur très simple qui est la part dans le revenu national détenue par les 10% des revenus les plus élevés. Donc, juste pour fixer les ordres de grandeur, si vous aviez une inégalité complète, les 10% des revenus les plus élevés devraient avoir 100% du revenu national. Si vous aviez une égalité complète, ils devraient avoir 10%, puisqu'ils sont 10% de la population. Donc, dans la réalité, on est toujours entre 10 et 100%, forcément, mais ça bouge beaucoup. En gros, ça va quasiment de 20 à 70, si on veut résumer. C'est-à-dire que, alors 20, j'exagère un peu, mais on a des pays qui sont vers 20, 25, qui vont être en Europe du Nord, 20, 25, 30%. Dans les années 80, on était même presque à 20, 25 dans certains pays d'Europe du Nord. Là, les plus importants pays d'Europe du Nord, on est plutôt à 25, 30. Et puis, les pays les plus inégalitaires, là, on va avoir l'Afrique du Sud va être à 67. On a des pays qui vont être à 60, 70. Donc, globalement, si on essaye de regarder quels sont les pays... Donc, pour résumer, ça ne va pas de 10 à 100, et ça va de 20 à 70, ce qui est quand même déjà des écarts considérables. Premier point. Deuxième point, ces écarts, ils ne sont pas donnés pour toujours. C'est-à-dire qu'en fait, ça se forme et ça se déforme et ça se construit, ça se déconstruit historiquement. Ce n'est pas quelque chose qui est là pour toujours. Si on regarde l'image globale qu'on a là, on voit quand même qu'on a beaucoup de rouge dans le sud et un peu plus de jaune dans le nord. Et en particulier, les pays les plus inégalitaires de la planète vont être aujourd'hui, ça va être un mélange de cas très différents dans les origines inégalitaires. Bon, l'Afrique du Sud, on peut comprendre d'où viennent des inégalités très très fortes, donc voilà, avec un régime d'apartheid entre quasiment 10% de la population et les 90% restants, ou 10-15% et 80-85% restants. Vous avez le cas du Brésil où vous aviez 20-30% de la population qui était encore esclave dans le nord-est du Brésil jusqu'en 1880-1890. Donc voilà, vous avez des contextes inégalitaires, des racines inégalitaires qui sont brutales. Dans le cas de l'Inde, vous avez un autre type de racines inégalitaires. Dans le cas du Moyen-Orient, c'est intéressant parce qu'on a là, c'est beaucoup plus moderne, entre guillemets, comme forme d'inégalité à travers le capital pétrolier extraordinairement concentré dans certains territoires, dont les frontières ont été, d'ailleurs, elles-mêmes font partie du processus historique et qui permet aussi de concentrer les ressources. En fait, si on regardait dans le détail, l'inégalité serait particulièrement forte dans les États les plus pétroliers. Dans les pays du Nord, on a des niveaux comme ça qui paraissent moins forts d'inégalité, 20, 30, 40%. Alors en même temps, pour 10% de la population, c'est quand même beaucoup. On va regarder tout de suite dans une seconde les 50% les plus bas. Et pour finir, y compris dans les pays du Nord, les 10% les plus riches possèdent beaucoup plus que les 50% les plus bas, bien que 5 fois plus nombreux. Donc on est quand même dans des sociétés très hiérarchiques. Ça ne veut pas dire qu'on est dans des sociétés égalitaires. Et deuxième point, ça n'a pas toujours été comme ça. C'est-à-dire, si on regarde l'Europe de 1900-1910, avant la Première Guerre mondiale, on aurait, pour cet indicateur-là, des niveaux qui seraient pas exactement l'Afrique du Sud, mais qui seraient, disons, plutôt l'Amérique latine, qui seraient entre 50 et 60% du revenu national pour les 10% les plus riches. Donc, l'Europe et, dans une moindre mesure, l'Amérique du Nord, le Japon, historiquement, se sont développés, se sont enrichis au XXe siècle, en même temps qu'ils sont devenus plus égalitaires, notamment en construisant l'État social, et j'y reviendrai. Et les pays du Sud, dont parfois certains gouvernants ou certaines élites disent « voilà, nous, on est tellement pauvres, on ne peut pas se permettre de redistribuer, on verra plus tard quand on sera riche ». Bon, en fait, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé historiquement. C'est-à-dire que dans les pays riches, le processus de réduction des inégalités, suite à des batailles sociales et politiques considérables pour construire un autre système social et fiscal, jusqu'à un certain point,
a été aussi très important pour le processus de développement économique. Donc ça, c'est le premier indicateur, qui est la part des 10% les plus riches dans le revenu national. Vous pouvez prendre un autre indicateur qui est peut-être plus intéressant d'une certaine façon encore, c'est la part des 50% les plus pauvres. Et bon, évidemment, ce qui n'est pas sur les 10% les plus riches, c'est 50% les plus pauvres, et sur les 40% entre les deux. Si vous allez sur le site, vous aurez des données beaucoup plus détaillées par percentile, par millime, par catégorie de revenus, par salaire, profession non salariée. Donc là, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais j'essaye de donner un peu les ordres de grandeur généraux. Sur les 50% les plus pauvres, là encore, quelques ordres de grandeur. Si on était dans une société complètement inégalitaire, il devrait avoir 0% du revenu. Si on était dans une société parfaitement égalitaire, il devrait avoir 50% du revenu, puisqu'ils sont 50% de la population. En pratique, on est toujours entre 0 et 50. En gros, on va de 5 à 25-30. C'est-à-dire, à nouveau, l'Afrique du Sud va avoir 5% du revenu total pour les 50% les plus pauvres. En Amérique latine, on va être à 5-10%. Alors, je dis en Amérique latine, en fait, dans chaque région, il y a d'immenses variations. L'État péroniste argentin, il y a une forme d'État social qui a permis historiquement de redistribuer beaucoup plus qu'au Chili, au Mexique ou au Brésil. Donc voilà, à l'intérieur de chaque région, il y a des histoires particulières à étudier. C'est pas voilà, telle région, c'est comme ça, point à la ligne. Mais globalement, vous avez en Amérique latine et en Afrique australe, notamment en Afrique du Sud, les niveaux les plus bas de part du revenu pour les 50% les plus pauvres, ainsi que dans certains États pétroliers du Moyen-Orient. Donc là, on a les populations migrantes qui peuvent constituer la totalité des 50% les plus pauvres, ou la quasi-totalité dans certains contextes extrêmes. Alors que cette part des 50% les plus pauvres va être de 20-25% dans les pays d'Europe de l'Ouest ou d'Europe du Nord les plus égalitaires. Donc, pour fixer, là encore, les ordres de grandeur, si vous êtes... vous représentez 50% de la population et que vous avez 25% du revenu total, ça veut dire que votre revenu en moyenne est à peu près la moitié du revenu moyen du pays où vous vivez. Donc, évidemment, vous êtes en dessous de la moyenne, parce que vous êtes quand même les 50% les plus pauvres, mais vous n'êtes pas démesurément en dessous de la moyenne. Par contre, si vous avez 5% du revenu total et que vous êtes 50% de la population, votre revenu moyen, c'est 1/10 du revenu moyen de la population. Donc là, vous êtes vraiment très très loin de la moyenne, et très très loin des plus riches, évidemment. Et donc vous voyez que ça a des conséquences entre un pays où les 50% les plus pauvres ont 5% ou 25% du revenu total. Vous êtes sur des écarts qui sont considérables. Et ce que ça montre aussi, c'est qu'une approche focalisée sur des agrégats macroéconomiques comme le PIB ou le revenu national va complètement rater une très grosse partie de ce qui se passe, puisque pour un même PIB par habitant, ou un même revenu national par habitant, suivant si la part des 50% les plus pauvres est de 5% ou de 25%, le revenu moyen des 50% les plus pauvres va varier d'un facteur de 1 à 5. Donc le taux de pauvreté, le taux d'accès à des services de base, de logement, de santé, d'éducation, de nourriture, va être impacté de façon absolument massive. Donc tout ça pour dire que ces questions de répartition, elles sont massives. Et si on se contente de regarder les agrégats, on rate quand même une très grosse partie de l'affaire. Et aussi, ça varie dans le temps. C'est-à-dire, là encore, si on regardait l'Europe il y a un siècle, on serait plutôt vers 10% du revenu total pour les 50% les plus pauvres. Et on est passé à 20-25%, ce qui n'est pas assez, ce qui fait trop de pauvreté, mais qui est un changement considérable, et je vais y revenir dans un instant historiquement sur le moment où ça s'est produit et un petit peu comment ça s'est produit. Donc ça, c'est sur la répartition du revenu. Maintenant, ce qu'on a essayé d'ajouter au fil du temps dans la base de données sur les inégalités mondiales, et en particulier dans ce rapport sur les inégalités mondiales 2022, c'est d'autres dimensions des inégalités, notamment la détention de capital, de patrimoine, les inégalités de genre, notamment face au marché du travail, et même s'il y a aussi beaucoup à dire sur les inégalités de genre face à la détention du capital, mais qui pour l'instant n'est pas traité là dans la base de données, et dernier aspect, les inégalités d'émissions carbone. Il y a toute une dimension sur les conséquences, non pas du point de vue de ceux qui émettent, mais de ceux qui en subissent les conséquences, qui apparaîtra également dans la base prochainement, mais pour l'instant, il n'y a pas de choses là-dessus. Alors, premier élément, sur la concentration du capital, c'est-à-dire de ce qu'on possède. Donc là, voyez, on est passé du revenu au patrimoine, c'est-à-dire le revenu, c'est ce que vous gagnez en une année, donc ça peut être le revenu du travail, le revenu du capital, mais c'est ce que vous recevez au cours d'une année. Le capital ou la propriété, c'est ce que vous détenez. Donc, ce sont les actifs financiers, professionnels, immobiliers, moins les dettes que vous avez. Et disons, ce qu'on voit là, de façon générale, c'est que l'inégalité du patrimoine est toujours beaucoup plus forte que celle des revenus. Et vous voyez que là, vraiment, pour le coup, aucun pays n'a vraiment
égaliser le patrimoine. C'est-à-dire, si on regarde, bon, l'Europe apparaît là encore comme le... Donc là, c'est des moyennes par région, c'est regroupé en prenant tous les citoyens, enfin tous les habitants d'une région, et ça regarde les inégalités au niveau régional, vous les avez par pays et au niveau mondial dans la base de données. Et donc là, c'est un autre angle d'étude que je vous indique en regardant par grande région, région continentale. Sur l'Europe, vous voyez, on dit souvent, voilà, l'Europe est incroyablement égalitaire face au reste du monde et il faut arrêter de se plaindre et on pourrait être le Brésil, les États-Unis, donc voilà, et il faut travailler plus, il faut arrêter de se plaindre, etc., etc. Bon, il y a tout un discours très rodé sur le thème, vraiment, l'Europe est déjà un havre d'égalité tellement parfait qu'il faut arrêter de... Bon, alors, c'est vrai que si vous regardez les 50% les plus pauvres en Europe, ils ont 4% du patrimoine total, alors que s'ils étaient en Amérique latine, ils auraient seulement 1%. Ça fait 4 fois plus. Mais pour 50% de la population, ça fait quand même pas beaucoup. Et si vous regardez les 10% les plus riches, ils vont avoir moins de 60% en Europe contre presque 80% en Amérique latine. C'est vrai que l'Amérique latine est plus inégalitaire. Mais enfin, 60% pour 10% de la population, c'est quand même beaucoup. Donc voilà, c'est important d'essayer de se familiariser aussi avec ces ordres de grandeur pour réaliser que à la fois, ça peut être vrai, enfin plusieurs choses peuvent être vraies en même temps, parce que la réalité est complexe. Donc oui, c'est vrai que l'Europe est relativement plus égalitaire que le reste du monde, mais deux, c'est surtout significatif pour le revenu, pour le patrimoine, c'est-à-dire pour ce que possèdent les gens, c'est beaucoup moins vrai. Or, ce que possèdent les gens, c'est très important, parce que c'est aussi c'est beaucoup plus que de l'argent, évidemment, c'est aussi la capacité de se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire que quand vous possédez rien du tout, ou quand vous avez que des dettes, bah, notamment sur le marché du travail, ça a des conséquences. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'accepter tout ce qui passe, quoi, parce qu'il faut payer votre loyer, il faut financer éventuellement votre famille, tout ça. Donc voilà, n'importe quelle condition de travail, n'importe quel salaire, vous le prenez. Si vous possédez ne serait-ce que 100 000 ou 200 000 euros, enfin en France actuellement, alors ça peut paraître des montants ridicules du point de vue d'un millionnaire ou d'un milliardaire, mais en fait, ça change énormément de choses, parce que vous êtes, en plus des droits sociaux existants, vous êtes en capacité de vous acheter un logement, en tout cas dans beaucoup d'endroits en France, qui fait que vous n'avez pas besoin de sortir un loyer, de payer un loyer, d'avoir un salaire chaque mois. Vous pouvez réfléchir un peu plus par rapport à votre projet professionnel, vous pouvez éventuellement créer une entreprise, une structure. Disons, ça vous donne un pouvoir de négociation face au reste de la société, face à votre propre vie, parce qu'à la fin, c'est ça qui compte, c'est la répartition du pouvoir social, du pouvoir économique. Donc c'est ça qu'il y a derrière ces répartitions, c'est beaucoup plus qu'une histoire d'euros. Et donc, de ce point de vue-là, le message important ici, c'est de dire, bon, en termes de concentration de la richesse du patrimoine, on n'a vraiment pas été très très loin historiquement. Alors on va le voir en remettant ça en perspective historique, il y a quand même eu des évolutions, mais qui ont été beaucoup plus limitées que sur le revenu. Troisième dimension des inégalités sur lesquelles on met l'accent dans le rapport sur les inégalités mondiales 2022, ce sont les inégalités de genre, où là, on a produit à l'échelle mondiale un indicateur extrêmement simple, mais qui, je pense, est quand même intéressant, qui est la part des femmes dans la masse salariale totale, ou le revenu total du travail, parce qu'il y a aussi les revenus d'activité non salariés qui sont pris en compte ici. Donc, évidemment, ça mélange deux types d'effets, qui est un effet de participation des femmes au marché du travail et un effet de salaire relatif obtenu par les femmes sur le marché du travail. Mais justement, on pense que mélanger les deux et mettre tout ensemble, et regarder au final quelle est la part des femmes dans la masse salariale totale, est quand même assez intéressant, dans la mesure où si on regardait la part des femmes dans le temps de travail, on serait, si on incluait le travail domestique, évidemment, on serait toujours au-dessus de 50% dans toutes les enquêtes emploi du temps dont on dispose. Donc on pourrait dire, bon, après tout, ça pourrait être aussi la part dans le revenu monétaire. On voit qu'on en est quand même très très loin, c'est-à-dire si on prend l'Europe de l'Ouest, bon, il y a des progrès, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on était à 30% en 1990. Si on regarde en 1970, l'Europe de l'Ouest avait à peine plus de 20% de la masse salariale allant aux femmes. C'est-à-dire 80% des revenus monétaires allaient aux hommes. Donc les questions d'argent étaient vraiment vues comme, enfin, étaient organisées comme des questions d'hommes, et on était un peu mieux que Moyen-Orient aujourd'hui, mais pas beaucoup mieux, entre guillemets, en termes de part. Il y a eu une progression, mais on est en Europe de l'Ouest là à 37-38%, ce qui veut quand même dire qu'on a 62-63% Donc, c'est pour dire que quand on prend des indicateurs du type A, profession égale, vous avez 10-15% de décote salariale, en fait, on euphémise complètement la situation et on oublie complètement qu'évidemment, on n'est pas à profession égale. C'est-à-dire qu'on n'est pas à accès de responsabilité égale, à promotion égale. Et donc, quand on prend tout en compte, on a des écarts qui vont être beaucoup plus conséquents. Parce que si vous avez 35% de la masse salariale, que les hommes en ont 65%, ou 38, 62, vous êtes sur des écarts, mettons,
Mettons, les hommes ont 50% de plus de masse salariale ou plus, et non pas 15% de plus à poste donné. Donc voilà, je pense que ça capture un peu mieux l'immensité des écarts et le fait que les tendances restent lentes. Alors si on regarde par niveau de salaire, on a aussi des données par niveau de revenu, sur les plus hauts salaires notamment, la tendance est extrêmement lente à la progression des femmes. Mais bon, se concentrer uniquement sur les très hauts salaires, c'est pas forcément la plus pertinent, et regarder l'ensemble, c'est pertinent également. Dernier aspect de ce très vaste panorama sur les inégalités mondiales qu'on essaye de proposer dans le rapport sur les inégalités mondiales, c'est les inégalités d'émissions carbone. Alors, vous savez que quand on fait ces comparaisons entre parties du monde, on insiste beaucoup sur les écarts nord-sud qui sont considérables. C'est-à-dire que si on prend tous les pays du Nord, les émissions historiques cumulées de l'Amérique du Nord, de l'Europe, et il faudra ajouter la Russie et la Chine, évidemment, dans les émissions du Nord de façon globale, on va être à 80% des émissions historiques pour 20-25% de la population mondiale, et c'est le reste de la population au Sud qui va subir essentiellement les conséquences. Mais, donc ça, c'est relativement bien connu. Mais ce sur quoi on insiste ici, qui est un peu moins connu, c'est les énormes inégalités à l'intérieur du Nord comme à l'intérieur du Sud sur le volume des émissions carbone. C'est-à-dire, si vous prenez en Europe les 50% de la population qui ont les plus faibles émissions carbone, qui sont essentiellement les 50% les plus bas revenus, mais pas exactement. C'est-à-dire qu'on prend en compte dans les enquêtes ménages le type de transport, le type de budget de consommation que vous avez. Enfin, c'est quand même fortement corrélé aux revenus, mais pas exactement. Le niveau d'émission du bottom 50% en Europe actuellement, c'est 5 tonnes, 5,1 tonnes. Donc ça prend en compte les émissions importées, hein, tous les biens importés ici, ce qui n'est pas fait souvent dans les données du GIEC et dans beaucoup de données officielles, mais là on remet toutes les émissions importées sur le consommateur en France. Il y a aussi une part sur les investisseurs, bon, on pourra en parler plus longuement. Le point sur lequel je veux insister là, c'est que du point de vue des 50% qui émettent le moins actuellement en Europe ou en France, 5 tonnes, alors c'est trop élevé, il faudrait que ça aille vers 4 tonnes, 3 tonnes, 2 tonnes, mais c'est pas complètement délirant par rapport aux objectifs qui peuvent être des objectifs à 2040-2050. Le problème, c'est que si vous prenez les 10% du haut, vous êtes à pratiquement 30 tonnes. Si vous prenez en Europe les 1% du haut, vous êtes à 100-110 tonnes, et en Amérique du Nord, vous êtes déjà à plus de 70 tonnes, juste en moyenne sur les 10% du haut. Donc le point important, c'est de dire, voilà, il n'y a pas de solution vraiment au défi climatique si on ne met pas l'accent sur les questions d'inégalité à l'intérieur du Nord comme à l'intérieur du Sud. Sinon, personne ne va accepter, si vous avez une énorme taxe carbone ou une augmentation des prix de l'énergie qui est censé frapper tout le monde de la même façon, bon, sauf que le kérosène des avions, sans parler des jets privés, y échappe, etc. Mais c'est évident que les personnes dans les 50% du bas vont réagir en disant, écoutez, voilà, les personnes qui sont à 30 ou 40 ou 100 tonnes, vous allez peut-être commencer par réduire ça sérieusement avant de nous faire réduire nos 5 tonnes. Donc vous avez un enjeu de répartition qui est considérable. Alors maintenant, je veux donner un peu une perspective plus historique. Donc ça va être issu notamment de ce livre Brève histoire de l'égalité dont j'ai montré rapidement la couverture. Il y a une couverture en français. Donc ça, c'est paru en 2022. La version en français est parue en 2021, Une brève histoire de l'égalité, dans lesquelles j'essaye de synthétiser beaucoup de mes travaux antérieurs et d'insister sur les aspects positifs dans le long terme, alors sans chercher à les exagérer, mais en même temps, oui, ça c'est sur la répartition des revenus. Donc la situation actuelle, je l'ai décrite tout à l'heure, les 50% du bas ont à peu près 20-25% du revenu dans un pays comme la France. Puis si vous regardez les 10% du haut, ils vont avoir 30-35%. Les 40% du milieu, alors qui ne sont pas vraiment au milieu d'ailleurs, qui sont entre les 10% du haut et les 50% du bas, ont une part là, actuellement qui va être à 45%, et le tout s'additionne à 100% comme il se doit. Vous voyez que sur la longue durée, il y a quand même un mouvement vers l'égalité qui est non négligeable. Alors, mais qui n'est pas arrivé comme ça, qui est le fruit d'un processus politique, de mobilisation sociale, qui n'est pas arrivé comme ça, et qu'il ne faut pas non plus exagérer, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, on voit les 10% du haut vont avoir, mettons, 50% plus que les 50% du bas, alors qu'ils sont 5 fois moins nombreux. Donc on est dans des écarts qui restent considérables. Il ne s'agit pas du tout d'idéaliser cette situation, mais simplement de prendre acte du fait que, disons, on avait des niveaux de concentration des revenus il y a un siècle qui était proche de l'Amérique latine aujourd'hui, sur les chiffres qu'on a, et là, on est sur quelque chose qui est quand même plus égalitaire. Ça, c'est sur les revenus. Maintenant, si on fait le même graphique sur les patrimoines, donc sur la détention de patrimoine immobilier, financier, professionnel, net de dette,
on voit que là, les progrès sont plus limités. C'est-à-dire que les 50% du bas, c'est ce que je disais tout à l'heure, sont actuellement à 4-5% du total. Alors au 19e siècle, ils étaient à 1 ou 2% du total. C'est un progrès, mais c'est un progrès faible. Pour 50% de la population, donc c'est quand même limité. Il y a quand même eu une déconcentration du patrimoine dans le sens où les 10% du haut qui possédaient 80-90% du patrimoine à la veille de la Première Guerre mondiale, et moi, juste pour petite anecdote personnelle, ma trajectoire de recherche, moi, vraiment commence le jour où je commence à étudier les données successorales, notamment sur la France d'avant 1914, et où je constate une concentration de la détention patrimoniale. Donc à Paris, en 1913, vous avez 1% des décédants qui ont 70% de la nullité successorale, enfin, du total des successions, un niveau de concentration successorale quasiment aussi élevé qu'au Royaume-Uni, alors qu'à l'époque, une grande partie des élites de la Troisième République et d'économistes, notamment le roi Beaulieu, professeur dans cette maison, qui écrivait des livres en 1890-1900 pour dire que vraiment la France était le pays beaucoup plus égalitaire que tous les autres pays, parce qu'on avait fait la Révolution française, et donc on n'avait plus ces grandes fortunes aristocratiques terriennes, etc. Et donc on était déjà un pays d'égalité, et donc avec comme conséquence, on n'a pas besoin de créer l'impôt sur le revenu. Et vous savez peut-être que la France est le dernier pays occidental à avoir créé l'impôt sur le revenu, non pas pour financer les écoles, mais pour financer la guerre contre l'Allemagne. C'est la loi du 15 juillet 1914. Alors que beaucoup de pays en Europe, la Prusse, le Danemark, même le Royaume-Uni, même les États-Unis avaient créé un impôt fédéral sur le revenu avant la France et sans cette contrainte de financement de la guerre. Et une des raisons pour ça, c'est que vous aviez ce discours très fort à l'époque de dire « nous, on est un pays de l'égalité ». Parce que voilà, la Révolution nous a rendus égalitaires. Bon, sauf qu'en 1913, évidemment, la propriété terrienne n'a plus beaucoup d'importance. Ce qui compte, ce sont les fortunes industrielles, financières, les actifs coloniaux notamment. Et de ce point de vue-là, le fait d'être une république comme la France plutôt qu'une monarchie comme le Royaume-Uni, en soi, ne change pas grand-chose au mécanisme de la concentration des fortunes. Et c'est vrai que observer cette hypocrisie avec un siècle de distance permet d'essayer de se prémunir, en tout cas de mettre à distance un certain type de discours, et c'est quelque chose d'assez frappant. Alors, sur la longue durée, on a une diminution de la part des 10% les plus riches qui est importante, même si on voit depuis les années 80 une remontée qui peut paraître insignifiante, mais qui, par rapport à une baisse historique et par rapport à un niveau global d'inégalité extrêmement élevé, est quand même quelque chose de très frappant et à mon avis, absolument pas nécessaire, enfin, qui est le fruit de choix politiques spécifiques. Et on voit que cette espèce de classe moyenne patrimoniale, ces personnes qui sont entre les 50% les plus pauvres et les 10% les plus riches, leur part s'est légèrement effritée. Grosso modo, il reste autour de 40%. Juste pour dire les choses concrètement, si vous êtes 40% de la population et que vous avez à peu près 40% du patrimoine total, ça veut dire que votre patrimoine moyen est à peu près la moyenne du pays, qui est actuellement, dans un pays comme la France, de 200 000 € par adulte à peu près. Donc vous êtes sur des personnes qui vont être entre 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, donc un groupe social qui n'est pas immensément riche, mais qui est très loin d'être pauvre, qui n'aime pas d'ailleurs être traité comme des pauvres d'un point de vue social, politique, dans l'ordre du discours, et dont l'émergence historique au cours du XXe siècle, c'est-à-dire le fait d'avoir un groupe comme ça qui n'est pas immensément riche individuellement, mais qui collectivement possède finalement presque autant que les 10% les plus riches, enfin pas tout à fait quand même, et en étant 4 fois plus nombreux évidemment, c'est quand même un changement historique considérable. Et c'est aussi un changement... Alors, il y a des aspects qui peuvent compliquer les coalitions politiques, et je pense que les coalitions politiques d'aujourd'hui, entre classes populaires, rurales, urbaines, propriétaires de leur logement, pas de propriétaires de logement, les difficultés ont quelque chose à voir avec cette nouvelle stratification patrimoniale qui est d'une certaine façon plus compliquée qu'il y a un siècle, où en gros, à part les 10%, personne ne possédait rien. Donc c'est plus facile d'unir un monde où personne ne possède rien, enfin en tout cas 90% de la population ne possède rien, qu'un monde où la situation est plus stratifiée. Enfin je pense que ça peut faire partie des facteurs. Mais malgré ces difficultés, c'est une évolution positive, parce que comme je disais tout à l'heure, le fait de posséder un peu quelque chose, ça peut contribuer aussi à l'émancipation individuelle. C'est pas la seule forme d'émancipation, mais ça peut éviter de devoir accepter n'importe quel salaire, n'importe quel travail, etc. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut poursuivre cette évolution, tout simplement? C'est-à-dire, est-ce que les 50% les plus pauvres forcément vont rester à ce niveau-là, ou est-ce qu'on peut avoir une poursuite de ce mouvement avec la courbe rouge qui monte, la courbe verte qui monte et la courbe bleue qui descend en fonction de la montée des deux autres. Et je pense que c'est quelque chose de désirable, et la question c'est comment on y arrive. Alors là, je vais conclure assez rapidement. Historiquement, le facteur numéro 1 vers cette réduction, qui a fonctionné en termes de réduction des inégalités, c'est ce que je décris ici comme la montée de l'État social. Vous voyez comment, là c'est la moyenne pour la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède, avec des trajectoires qui sont très proches dans le fond.
Avant la Première Guerre mondiale, les revenus, donc là c'est les recettes fiscales publiques, tout niveau de collectivité publique confondue, État, caisse de sécurité sociale, collectivité locale, vous êtes en dessous de 10% du revenu national en recettes fiscales avant la Première Guerre mondiale, essentiellement des dépenses régaliennes, maintien de l'ordre, expansion coloniale, expansion militaire. Bon, très peu. L'éducation, avant 1914, c'est moins de 0,5% du revenu national en France. Ça atteint 1% aux États-Unis, ce qui est 2 fois plus élevé, mais ce qui reste très faible, avec un système scolaire extrêmement élitiste. À la fin de la période, on est à 6% du revenu national pour l'éducation. Bon, concrètement, si vous avez 0,5% du revenu national pour l'éducation, c'est que vous pouvez employer 0,5% de la population comme enseignant. Enfin, supposez que l'enseignant a le salaire moyen, le revenu moyen de la population. Là, vous en employez 6%. Bon, vous êtes sur un système scolaire beaucoup plus inclusif. Vous pouvez avoir de la scolarisation primaire, secondaire, universelle et beaucoup plus dans le supérieur. On voit aussi la stagnation des dernières décennies. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de stagnation néolibérale, si vous voulez, depuis les années 80-90, où on décrète collectivement, ou en tout cas les forces dominantes décrètent collectivement qu'on ne peut plus aller au-delà, qu'il faut s'arrêter là, avec des arguments qui peuvent sembler convaincants vus de loin, mais qui, je pense, au final, posent d'énormes problèmes, parce que quand vous avez un système de santé qui continue de faire des progrès médicaux, vous avez une population qui vieillit sur les retraites, vous avez maintenant 50-60% d'une classe d'âge qui va dans le supérieur contre 20% dans les années 80. Si vous êtes tout ça en stabilisant la part du revenu national que vous y consacrez, vous avez un problème. Et je pense que beaucoup des difficultés qu'on a face à la montée des inégalités et aussi face aux attitudes, face aux plus pauvres et notamment aux travailleurs migrants, viennent de ce gel, disons, dans la construction de l'État social. Historiquement, la construction de l'État social, elle a été de pair avec l'invention de formes d'impôts progressifs extrêmement spectaculaires. On voit aux États-Unis, c'est la courbe verte, entre 1930 et 1980, le taux supérieur de l'impôt sur le revenu était en moyenne de 81%, parfois plus de 90%, parfois 70%. De toute évidence, ça n'a pas détruit le capitalisme états-unien, sinon on s'en serait rendu compte. Pourquoi? Sans doute parce que des écarts de revenus de 1 à 50 ou de 1 à 100, etc., en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Et qu'en fait, vous pouvez avoir des écarts de 1 à 5, de 1 à 10, on peut discuter, mais des écarts absolument gigantesques n'ont pas beaucoup d'intérêt quand on compare historiquement les trajectoires de développement des pays. Et c'est plutôt l'avance éducative des États-Unis historiquement, qui était très en avance sur le reste des pays occidentaux jusqu'au milieu de deuxième tiers du XXe siècle, qui a été à l'origine de la prospérité des États-Unis et de la prospérité économique en général. Si on regarde l'évolution de la croissance, on voit que la montée de l'impôt progressif n'a absolument pas diminué la croissance, et à l'inverse que la démolition de l'impôt progressif depuis les années 80 n'a absolument pas dynamisé la croissance. Le dernier point sur lequel je voudrais insister, qui nous ramène aussi aux enjeux post-coloniaux, migratoires en général, c'est la question de l'éducation, qui est historiquement le facteur numéro 1 d'égalisation des conditions et aussi de plus grande prospérité socio-économique. Et insister là encore sur le fait que, bon voilà, il y a un point de vue agrégé sur l'augmentation de l'effort national d'éducation qui est très important, mais il y a aussi un point de vue consistant à comparer les classes sociales face à l'éducation et de constater plusieurs choses. Donc là, on a la répartition de la dépense éducative, c'est-à-dire vous regardez la dépense publique totale pour une génération donnée, de la maternelle au supérieur, et vous regardez les 10% des enfants d'une classe d'âge qui reçoivent le plus de dépenses éducatives, les 50% le moins. Bon, c'est toujours un peu la même méthode, hein, je suis désolé, c'est un peu répétitif, mais en même temps, ça permet de faire des comparaisons dans le temps entre sociétés, et c'est bien le seul but. Qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord que le contexte colonial, et là en l'occurrence le contexte colonial algérien 1950, est associé à des niveaux d'inégalité, enfin là en fait de ségrégation éducative absolument extrêmes, qu'on retrouve pas. Alors, si on prend la France 1910, c'est pourtant un contexte extrêmement inégalitaire, avec un système éducatif où la plupart des enfants sont cantonnés au primaire, et l'accès au secondaire, au supérieur est extrêmement clivé socialement. Mais vous voyez, alors en Algérie, là, on est vraiment sur un contexte de discrimination claire et nette, puisque les 10% des enfants qui ont le plus de dépenses éducatives, ce sont les enfants de colons, donc de Français, d'autres colons européens. Les 90% restants, ce sont les musulmans algériens. Et donc, si on utilise les données budgétaires de l'époque, donc ça, c'est issu des travaux notamment de Denis Cognot, qui a travaillé sur les budgets
coloniaux de cette époque, voilà ce qu'on obtient, ce qui est quand même très spectaculaire. C'est-à-dire vous avez 10% des enfants, donc les enfants de colons en l'occurrence, qui reçoivent plus de 80% de la dépense éducative totale. Si on faisait le même exercice dans le sud des États-Unis au même moment, je ne pense pas que ce serait aussi extrême. C'est-à-dire qu'on aurait une ségrégation évidemment très forte, mais en termes de moyens financiers, je ne pense pas, en tout cas, je n'ai pas vu exactement les mêmes calculs, mais des données que j'ai pu voir, je ne pense pas que les écoles des Blancs avaient voilà, à ce point plus que les écoles des Noirs. Enfin, les écarts sont moins massifs. Alors, avec des répartitions dans la population qui ne sont pas non plus les mêmes, c'est-à-dire que ce n'est pas 10% de la population d'un côté, 90% de l'autre. Mais tout ça pour dire que quand on parle de l'héritage colonial ou de l'héritage ségrégationniste en France et qu'on dit, bon, nous, ça ne nous concerne pas, c'est le sud des États-Unis, bon, il suffit quand même de traverser la Méditerranée et de constater que dans le cadre de l'Empire, voilà, la ségrégation, et notamment en matière éducative, qui est quand même un des points les plus centraux, non seulement a existé, mais atteignait des proportions hallucinantes. Alors, si maintenant on veut finir par un point plus optimiste, on voit que sur le long terme, on a été vers plus d'égalité dans la dépense éducative. Et on pourrait dire aujourd'hui, et je vais m'arrêter là, que la situation en France en 2020, avec les 10% des enfants qui reçoivent le plus de dépenses éducatives, qui ont seulement 20% de la dépense éducative totale, ça paraît presque un paradis égalitaire. Sauf que ces enfants ne sont que 10% des enfants. Et donc, quand les 50% du bas reçoivent 35%, mais qui sont 5 fois plus nombreux, ben en fait, ça fait une inégalité par tête qui est considérable. Et donc, une autre façon de représenter cette réalité qui est tout aussi réelle et qui correspond exactement aux mêmes données, c'est celle-là, où on range les enfants par dépenses éducatives reçues, et on voit que les 10% des enfants, donc là ce sont des calculs approximatifs sur la génération née en 2000, donc qui fait ses études actuellement, mais les ordres de grandeur, on les connaît déjà, on a toutes les données permettant de calculer ça. Les 10% des enfants qui vont recevoir le plus de dépenses éducatives vont être à 200, 250 000, 300 000 euros, donc c'est de la maternelle au supérieur, donc ça va être typiquement les personnes qui font des classes préparatoires bien dotées, à 10, 12, 15 000 euros par élève, des grandes écoles bien dotées. Vous calculez tout ça, vous êtes à 200, 300 000 euros de dépenses publiques reçues pour les 10% des élèves qui reçoivent le plus. En bas, vous êtes à 50, 60, 70 000, ça va être des personnes qui quittent le système scolaire à 16, 17, 18 ans. Au milieu, à 100 000, vous êtes sur des personnes qui font des études universitaires mal financées, pas très longues, etc. Donc, et ce sont ces données qui donnent ce graphique en jaune. Donc, vous voyez qu'il y a eu un mouvement vers l'égalité, qui est incontestable alors, par rapport au monde colonial, mais ce mouvement reste limité. Et c'est là-dessus que je voudrais conclure. C'est-à-dire qu'il y a eu, mais en même temps, il y a un processus. C'est-à-dire que ce sont des batailles qui peuvent être gagnées, et en l'occurrence très liées, évidemment, là, c'est pour ça que je voulais conclure sur ce point, aux enjeux migratoires, aux enjeux de travail, puisqu'on a une migration qui est déjà, et qui va être de plus en plus aussi liée à des parcours étudiants, des parcours d'études, avec un système de financement de ces études et des trajectoires migratoires qui a quand même des aspects très étonnant. C'est-à-dire qu'il y a des aspects qu'on peut considérer comme positifs. La libre circulation des étudiants en Europe et la possibilité d'avoir accès à des études gratuites ou quasi gratuites, ou en tout cas au même tarif que les personnes nées dans le pays en question, c'est une bonne chose. Sauf que, premièrement, il n'y a pas de financement qui va avec. Donc il pourrait y avoir un financement, un impôt fédéral sur le revenu au niveau européen, etc., pour financer tout ça, parce que sinon c'est quand même un peu compliqué de financer dans de bonnes conditions l'enseignement supérieur. Et d'autre part, ça se traduit par des mesures d'exclusion des étudiants venant d'autres pays. Donc un étudiant malien est censé payer 8 000 euros ou 10 000 euros de droits d'inscription, alors qu'un étudiant norvégien ou suisse est censé payer 0 euros. Il y a quelque chose d'un peu foufou quand même dans cette histoire. C'est-à-dire qu'on peut imaginer quand même dans l'absolu, après avoir bien réfléchi, de trouver collectivement un processus qui a un petit peu plus de sens, qui pourrait se baser, par exemple, sur les revenus moyens, pas forcément d'ailleurs des parents sur une base individuelle des étudiants, mais des pays en question, avec des accords bilatéraux, multilatéraux, finançant des systèmes éducatifs en fonction des revenus des personnes dont les enfants vont dans les différents pays, avec un impôt commun fédéral, pas simplement européen, mais euro, africain. Enfin bon, on peut continuer très loin la description de ça. Mais le point central sur lequel je voulais conclure, c'est que la question de la liberté de circulation et la question des mouvements migratoires ne peut pas être séparée de la question des services publics, du financement des services sociaux, de la transformation du système socio-économique et du financement de ces services à travers forcément une réflexion sur l'impôt progressif, l'impôt national, l'impôt transnational, et que si on est simplement sur une logique comme on est actuellement sur la liberté de circulation à l'Europe, où on se restreint à l'Europe d'un côté et où on laisse complètement de côté la question du financement des services publics,
et on dit simplement allez-y, allez dans le pays d'à côté, vous avez la même condition d'accès, mais personne n'a à payer, soi-disant, pour tout ça, en fait, on fait une politique qui, en l'occurrence, peut mener au développement de l'éducation privée extrêmement élitiste, à des inégalités absolument injustifiées face à des étudiants venant du Sud, etc. Voici, merci pour votre attention. Désolé d'avoir dépassé un petit peu.